Yo, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler de mes dernières lectures. Et il y en a eu quelques-unes, donc je ne vais pas m'attarder beaucoup. C'est surtout, je vous l'avoue, beaucoup de graphiques. Vous l'avez compris, je suis dans une période où je boulotte énormément de mangas et de BD, donc on y va pour tout vous dire. Cynthia Alas Sissi de la Booksphère m'a offert pour mon anniversaire la suite de Blue Flag, le tome 2, 3, 4 et 5. Et donc, eh bien, je n'ai pas pu résister. Le jour même où j'ai ouvert mon colis, eh bien, je me suis mis à lire la suite de ces aventures. Et je dois avouer que je suis un chouïa déçue. Je m'explique. En fait, dans le tome 1, on a ce jeune homme avec ses deux amis. Et on voit très clairement que cette jeune fille est attirée par cet homme. Et eh bien, se rapproche de celui-ci parce que c'est son meilleur ami. Donc elle se dit, il y a peut-être moyen, si je deviens amie avec son meilleur ami, que lui s'intéresse à moi. Donc on voit cette relation d'amitié se créer, ce petit groupe se former avec une autre fille encore qu'on ne voit pas là, mais qui est très amie avec elle. Sauf qu'on se rend vite compte en fait que celui-ci, il est amoureux de ce mec, de son meilleur ami en fait, mais qu'il n'ose pas trop en parler, enfin il n'ose pas du tout même en parler, qu'elle est amoureuse de lui, et que lui visiblement éprouve de l'intérêt pour elle. Enfin bref, c'est tout un quiproquo, tout un micmac, et j'étais un petit peu en mode, ben ça serait bien que vu que celui-ci est intéressé par lui, eh bien qu'ils finissent ensemble. Moi j'étais vraiment partie sur une romance MM et j'étais à fond dedans. Et je le trouve trop chou en plus Thomas. Mais visiblement ça ne prend pas cette direction, puisque comme vous le voyez là, ça en prend une toute autre. Et ça ne me plaît pas du tout. Parce que du coup, eh bien, celle-ci se rend compte qu'en fait, elle n'est pas amoureuse de Thomas, qu'elle éprouve de l'admiration pour lui parce qu'il a énormément de caractéristiques qui lui plaisent, mais pas en tant que petite amie. Elle tombe plutôt amoureuse de celui-ci, et donc elle va lui faire sa déclaration. Et du coup, moi, je suis hyper triste parce que ça ne va pas du tout dans le sens que je voulais. Je voulais une romance LGBTQIA+, et ce n'est pas ce que j'ai. Alors, je me dis que peut-être, pour un peu, il reste encore 3 ou 4 tomes, je crois, je sais plus s'il y a 8 ou 9 tomes, que peut-être que ça va changer d'ici là, mais là, je suis hyper triste parce que les romances que je voulais n'ont pas lieu, en fait. Donc, voilà. Il y a l'autre fille qu'on ne voit pas là qui est amoureuse d'elle, lui qui est amoureux de lui, et eux deux qui se mettent à sortir ensemble. Et moi, je suis en mode, mais non, mais ne me faites pas ça. Donc voilà, pour le moment, je suis un peu mitigée. Je veux la suite parce que je veux que les gens que j'ai shippés ensemble restent ensemble et ne se mettent pas à sortir avec n'importe qui. C'est non. Ensuite, j'avais essayé le tome 1 en me disant peut-être que ça va me plaire et tout. Et en l'ayant lu, j'ai eu, je dirais pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment passé un excellent moment à le lire. Donc je me suis dit, on va se prendre la suite. En ce moment, c'est ce qu'il nous faut, de la good vibes. Du coup, j'ai lu L'amour est dans le thé, tome 2 et tome 3. Et franchement, mais on adore. Franchement, là, j'ai trop hâte de voir le tome 4. Je crois qu'il sera à la fin de l'année. On veut la suite. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire de cette jeune fille qui, en fait, est fiancée à un homme. Et quand elle va aller dans sa belle famille, elle va se rendre compte qu'en fait, ils ont une vision très archaïque, très traditionnelle des choses. Que quand elle va se marier, elle va devoir devenir femme au foyer. Par exemple, laver les pieds de son mari quand il rentre. Arrêter son travail, enfin voilà, une vision très archaïque de la femme et du couple. Et elle, c'est pas du tout ce qu'elle veut, c'est une femme qui a un travail, qui a une carrière, qui est indépendante et qui veut garder ça en fait. Elle n'a pas envie, certes, elle est avec son fiancé, mais elle ne veut pas tout changer sa vie autour de son mariage. Et donc en fait, elle va fuir ce ex et elle va aller retourner dans sa ville natale et plus particulièrement là où il y a en fait sa famille ont une, comment ça s'appelle, des champs pour faire du thé, ont une, c'est des agriculteurs quoi, c'est une plantation, voilà, cherchez le mot. Et c'est son frère qui la dirige, et en fait quand elle va rendre sur place, elle va se rendre compte que c'est pas son frère qui dirige. Son frère, il est enfermé dans une chambre à écrire un manuscrit parce qu'il rêve de devenir auteur, et c'est cet homme qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam qui s'occupe de la plantation et de sa nièce, parce qu'elle découvre apparemment qu'elle a une nièce. Son frère a une fille et elle n'est pas au courant, et il ne s'occupe même pas de sa fille. C'est cet homme-là qui, en plus de s'occuper de la plantation à la place de son frère, eh bien s'occupe de la gamine. Et cette gamine, franchement, elle est trop chou. Moi j'adore, c'est un peu le running gag de la petite fille qui se mêle de tout et qui au final a raison sur pas mal de choses. Donc j'adore énormément. La relation qui est entre les deux personnages aussi en train de se tisser est juste géniale, c'est un bonbon. Parce que elle, du coup, elle essaye de montrer qu'elle est là, pas que pour faire potiche, qu'elle veut servir à quelque chose. Et lui, au début, il est un peu sceptique parce que comme il voit que c'est une fille de la ville et tout, il lui fait pas trop confiance. Mais petit à petit, il se rend compte que, ben en fait, si, elle veut être là et elle veut donner des choses. Donc voilà, la relation, il y a un petit fake dating aussi au passage. La relation au début, ils savent pas trop sur quel pied danser, mais là, arrivé au tome 3, j'ai hâte de voir la suite.
J'espère que ça va pas trop vous déranger parce qu'il est même pas 10h et j'entends que mon voisin s'est mis à faire des travaux. Donc j'espère que ça va aller au niveau du son. Mais on va partir du coup sur la suite. J'avais lu le tome 1 et donc du coup je m'étais dit ça pourrait être pas mal. Donc j'ai acheté toute la suite parce que je suis ce genre de personne. Tadana. Mon petit ami Genderless, du coup j'ai lu le tome 2, 3, 4, 5. Ça y est, j'ai tout lu. Et comment vous dire que l'on adore. On est sur l'histoire du coup de ce jeune homme qui est un jeune homme genderless, qui voilà a un style vestimentaire qui soit aussi bien féminin que masculin. Il se maquille, il se met du vernis, enfin bref, il a une page Instagram où il commence à faire un petit peu de mannequinat en plus de la vente de vêtements. Et il a une petite amie, il est hétéro et il est avec une jeune fille qui est elle journaliste. Alors non, elle n'est pas journaliste, elle est éditrice pour faire des mangaka et du coup ils ont une relation tous les deux mais hyper chou. À un tel point que franchement à des moments j'avais un petit peu peur parce qu'en fait lui il commence à devenir de plus en plus célèbre et il va même avoir un groupe et tout et tout. Et elle est en fait sa fan numéro 1. Et des fois, je trouvais que ça dissonnait un petit peu parce que pour moi, c'est pas. Enfin, elle était une fan et sa petite amie, certes, mais justement, des fois, le côté fan prenait trop la place sur le côté petite amie. Mais d'un autre côté, la relation est bien dosée parce que lui aussi est un énorme soutien pour elle. Voilà. C'est pas toxique dans le sens où les deux se font passer en priorité l'un l'autre. Ils font passer l'autre en priorité. S'il y en avait qu'un qui le faisait sur les deux, j'aurais été un peu en mode mais là les deux le font l'un pour l'autre puisque lui il est à fond pour prendre soin d'elle et tout et elle à l'inverse elle est à fond pour le faire monter très haut dans sa carrière. Donc voilà, les deux donnent tout pour l'autre. Donc ça équilibre la relation, mais en même temps je trouve ça justement aussi un peu un message toxique dans le sens où quand on est amoureux, certes on a souvent envie de faire passer l'autre en premier, mais il ne faut pas s'oublier. Et ça je pense que ce message là du coup pour moi est pas trop passé parce que là on est justement sur un couple qui donne tout l'un pour l'autre. Alors c'est très beau à voir, c'est très mignon, c'est très chou, on a plein de beaux moments, de beaux passages parce qu'en plus on va découvrir justement d'autres personnages à travers ça avec d'autres caractéristiques, par exemple parce que là on a justement le fait d'être mignon alors qu'on est un homme, est-ce que ça peut poser problème, tatati tatata. Et on a aussi à d'autres moments l'effet inverse. Il y a des femmes qui sont hyper viriles et tout, qui sont prises pour des hommes. Donc j'aimais bien. Franchement, il y a des messages qui passent dedans qui sont cool parce que ça parle de personnes queer. Il y a des personnes justement de la communauté LGBT. Il y a des genderless tout simplement. Et voilà, on a plein de sujets qui sont traités. Donc j'adore voir ça parce que ça fait de la représentation et c'est cool. Mais peut-être que le message de fin... voilà, il est un petit peu ouvert parce que du coup les deux vont avoir des nouveaux projets et voilà, vont se soutenir l'un l'autre. Donc c'est cool, on est très contente, de se trouver soi-même, nanani nanana. On adore ce genre de message. Mais au niveau de la relation en elle-même, bien qu'elle ait un côté très chou, je trouve qu'il faut faire attention au dosage. Certes, on veut faire plaisir, on veut prendre soin de l'autre, mais il ne faut pas s'oublier. Donc voilà. Ah quand je vous dis que j'ai lu beaucoup de mangas, oui, hein. je les lis par paquet maintenant, comme ça va plus vite. J'ai emprunté la médiathèque la suite de Demon Slayer, j'ai vu qu'ils avaient d'ailleurs les 2 derniers tomes, donc je vais très rapidement, je pense, après cette update, les réserver pour clôturer cette saga, enfin. Donc Demon Slayer, tome 12, 20 et 21 sont lus, je vais réserver de ce pas le 22 et le 23, comme ça sera fini. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors Demon Slayer, il est où ? Ouais, c'est pas vraiment Tanjiro, mais bon, il lui ressemble quand même beaucoup. On est sur l'histoire de Tanjiro, un jeune homme qui va rentrer un jour chez lui et qui va découvrir que toute sa famille a été massacrée. Il ne reste qu'une de ses petites sœurs, mais qui a été transformée en démon. Et donc il comprend vite que sa famille a été décimée par un démon et qu'il a transformé sa dernière des petites sœurs en démon. Et il sait pas trop quoi faire, jusqu'à ce qu'un chasseur de démons arrive et décide de la tuer. Et là, très clairement, il sait ce qu'il doit faire. Il doit protéger sa petite sœur, même si c'est un démon. Et donc il va lui-même devenir un chasseur de démons tout en protégeant la sienne. Puisque cette petite sœur, elle ne tue pas et elle ne mange pas d'humains, au contraire, elle protège son frère et même d'autres humains au fur et à mesure des tomes. Donc on se rend compte que c'est une démone un petit peu particulière. Et franchement, voilà, je vous dis le speech comme ça, mais on a surtout une quête initiatique d'un jeune garçon qui veut sauver sa sœur, protéger les humains, et voilà, on a plein de choses qui sont révélées évidemment au fur et à mesure. On découvre des nouveaux personnages, des piliers, et voilà, d'autres démons avec d'autres pouvoirs, d'autres capacités. Là, on arrive quand même à la fin. Je vous rappelle qu'il ne reste que 2 tomes à lire avant la conclusion. On arrive sur des démons de qualité supérieure avant d'arriver au big box final. Donc voilà, c'est difficile, on perd des gens, il y a des morts, ça c'est clair. Mais en même temps, c'est normal, quand on arrive dans la bataille finale, s'il n'y a pas de mort, c'est qu'il y a un souci, surtout dans le genre comme ça des shonen.
normalement il y a toujours quelques morts à la fin, c'est obligé pour te tirer la petite larme en mode oh non on a perdu machin. Donc voilà, c'est franchement une bonne histoire, c'est cool. J'irai pas dire jusqu'à un coup de cœur, franchement non, mais ça se lit bien. Il y a des bonnes valeurs qui sont transmises dedans, des personnages qui sont hyper attachants. Franchement là on en a pris plus sur Inosuke et ça fait du bien aussi de voir justement des personnages secondaires qui prennent un peu plus de place et qu'on découvre un peu plus leur histoire. Pareil, les méchants sont bien travaillés aussi. À chaque fois, on découvre pourquoi ils sont devenus méchants, quels sont leurs passés, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment ça a vrillé, pourquoi ils sont devenus démons. J'aime énormément parce que c'est très travaillé, très recherché. Et voilà. Et chaque histoire, chaque personnage a des passés différents et j'adore. C'est cool, c'est bien fait. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, un aussitôt reçu, aussitôt lu, Fortune Forever. Donc c'est l'histoire du groupe. En fait, c'est pas vraiment l'histoire, mais on est plutôt sur un moment de vie du groupe et on a plusieurs petites nouvelles sur des petites anecdotes qui leur arrivent parce que là, en gros, ils sont revenus au Canada, ils vont faire une tournée au Canada et ils ont un moment de off et du coup, on va voir ce que chacun fait pendant ce moment de off. Et j'aime énormément. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est l'histoire d'un groupe qui a dans un Pixar. Non, c'est pas un Pixar, je sais plus. Alerte rouge. C'est Disney ou Pixar? Je crois que c'est Pixar. Qui est un dessin animé à la base sur une jeune fille qui est la petite fille modèle, mais qui est fan justement d'un boys band, et en l'occurrence Fortown, et du coup qui veut absolument aller à un concert, mais sa famille est assez traditionnelle. Alors je sais plus de quelle nationalité elle vient, mais ils ont des origines asiatiques, et donc elle veut qu'elle fasse le temple, qu'elle s'occupe comme ci comme ça, sa mère, alors qu'en fait finalement c'est pas du tout la jeune fille moderne que May veut être. Donc voilà, elle veut aller à ce concert et elle va déroger à pas mal de règles pour y aller. Et là, du coup, comme je vous disais, on va se retrouver avec des petits moments de vie du groupe, se rendre compte que certains ont des fragilités, que d'autres essayent de les réconforter et tout et tout. C'est hyper chou, hyper drôle. Niveau graphisme, franchement, on est sur un petit shoujo. On est sur un petit manga qui, franchement, a des graphismes pas trop déconnants, franchement. J'avais un petit peu peur qu'il se laisse aller parce qu'il savait que ça allait marcher grâce à la pub que, évidemment, Alerte Rouge avait faite. Mais au final, non, j'ai été surprise. Les graphismes sont cool, l'histoire est pas trop déconnante. Je vais pas dire que c'est un coup de cœur, hein, mais ça se lit bien, ça se lit facilement. J'ai aussi reçu Bride Story, donc comme je vous les ai dit. Je les ai pas reçus tous dans l'ordre en fait. Là, j'ai reçu le 10, le 12, le 13, je crois, et je vais recevoir aujourd'hui ou demain, je crois, le 11 et le 14. Donc je n'ai pas pu enchaîner, malheureusement. Je n'ai pu pour le moment lire que le tome 10, mais je vous fais le date et de toute manière, le reste arrivera incessamment sous peu, ne vous inquiétez pas, parce que justement, c'est le genre d'histoire hyper chou que à peine je le reçois, je suis obligée de le lire parce que graphiquement c'est génial et l'histoire aussi est géniale. On est sur l'histoire à chaque fois différente, donc selon les tomes, c'est pas toujours les mêmes histoires qui sont traitées, mais là en revanche, on revient sur les protagonistes originaux, donc la fille et le jeune garçon qui ont un écart d'âge assez important et qui ont eu un mariage arrangé et qui essayent justement, tant bien que mal, d'apprivoiser ça. Et en même temps, là, on est sur justement un jeune homme qui se rend compte que sa femme a 20 ans et a des capacités que lui n'a pas vues, qu'il a genre 12-14 ans, je crois. Et donc, il a un peu peur parce qu'il considère qu'il est en manque de virilité et que sa femme va se désintéresser de lui, tout simplement. Il va s'en aller du coup dans la famille de cette jeune femme, qui est une famille à la base nomade, pour devenir archer et apprendre à chasser, puisque elle sait le faire. Et donc là, on a un petit complexe en mode, bah ouais, mais ma femme sait chasser, mais moi non, alors que c'est quand même moi, normalement, l'homme qui est censé ramener la pitance à la maison. Je suis pas trop d'accord avec ce genre de pensée, vous me connaissez, je pense, mais en l'occurrence, on est sur un récit qui est au 18e ou 19e siècle. Donc les mœurs et les morales n'étaient évidemment pas les mêmes, et du coup, je pense que même pour l'époque, ce genre de récit est franchement anachronique, puisque je ne pense pas que les personnes pensaient exactement comme c'est dans le bouquin. Mais bon, ça fait quand même son taf, c'est chou, c'est cool, on aime beaucoup le récit. Justement, on est sur une quête un petit peu de savoir qui on est et en même temps de vouloir plaire à l'autre tout en justement devenant fort. J'ai beaucoup aimé, franchement, justement, ce récit d'acceptation de l'autre. Parce que justement, à un moment, elle va lui dire, écoute, je ne veux pas que tu deviennes un autre, en fait, reste toi-même et on verra comment ça se passe. Donc voilà, j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, graphiquement, c'est toujours hyper joli, hyper bien fait, il n'y a pas de souci sur ça. Il y a d'autres histoires qui s'entremêlent, évidemment, sous-jacentes à celle-ci. Là, on avait l'anglais qui fait son tour du monde et qui, du coup, à un moment, va se retrouver embêté parce qu'il va se rendre compte que là, les Russes
arrive pour faire la guerre. Donc on lui dit non, non, retourne en Angleterre, ne reste pas dans cette contrée du pays parce que ça va mal se passer. Mais visiblement, il ne va pas écouter, donc on verra bien ce qui va lui arriver dans les prochains tomes. Voilà, on a plusieurs petites histoires comme ça et c'est très cool d'y retourner et j'ai hâte de recevoir le 11 pour pouvoir enchaîner 11, 12, 13, 14. Voilà. Et ensuite, j'ai lu 2 BD, mais alors 2 salles, 2 ambiances totalement différentes. J'ai lu et il y a eu beaucoup d'emmerdes. En fait, c'est une réécriture un peu de conte. Au lieu d'avoir ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants, et bien voilà, c'est ils vécurent avec beaucoup d'emmerdes. Alors c'est pas un style graphique qui me plaît particulièrement, comme vous pouvez voir, c'est pas trop ma came de base, mais en revanche, j'ai trouvé ça très drôle puisque justement on reprend tous les contes classiques comme La Belle au bois dormant, le Boucle d'or et tout ça, et on réécrit un peu un sketch parodique de ce qui pourrait leur arriver, voilà, s'ils étaient un peu plus... Alors c'est pas vraiment actuel puisqu'on reste dans une période assez médiévale, mais vous voyez par exemple, le prince charmant se barre et laisse les gamins à la Belle au bois dormant, et la Belle au bois dormant elle doit démerder avec ça. Donc on est quand même sur des questions de société qui sont très actuelles, mais en même temps on est au Moyen-Âge, donc c'est quand même avec des codes assez de contes, hein, avec des marraines la bonne fée ou alors des trucs comme ça. Enfin bref, j'aime beaucoup. Alors j'aime pas, comme je vous ai dit, le style graphique, mais par contre les petites morales de fin qui sont à chaque fois sont hyper cool et très actuelles. Donc on aime bien quand même. C'est vraiment le genre de BD qui n'est pas pour se prendre la tête, vous voyez, comme vous pouvez le voir là. C'est vraiment à but humoristique. On n'est pas là pour prendre quelque chose au sérieux et on aime ça quand même. Ça fait du bien de temps en temps. Et comme je vous ai dit, 2 salles, 2 ambiances, parce que là, on n'est vraiment pas sur la grosse poilade. Bobigny 1972, on est sur l'histoire du procès d'une jeune fille qui a été violée et qui s'est fait avorter grâce à l'aide de sa mère et d'une faiseuse d'ange, comme on disait à l'époque. Puisque l'avortement était illégal, et eh bien son violeur va se retrouver arrêté, et pour diminuer la peine, parce qu'il n'est pas arrêté pour le viol, hein, il est arrêté tout simplement parce qu'il a volé une voiture, je crois, et pour se dédouaner, du coup, il va dénoncer que cette fille s'est fait avorter, et comme ça, il va avoir une remise de peine. Donc voilà, déjà vous voyez un peu l'ambiance, et donc on est sur l'histoire, c'est une histoire vraie, hein, on est sur l'histoire du coup du procès de cette jeune fille, comment la société peut faire un procès à une jeune femme de 16 ans qui décide d'avorter après un viol, et du coup on est sur aussi l'avocate, alors je sais plus, c'est Alimi, j'ai peur, Alimini, je sais, j'ai trop peur d'écorcher ce nom, mais tout ça, tout ce qui se passe dedans est réel. Et du coup, ce procès a mis justement un éclairage sur la société de l'époque en leur disant arrêtez de pénaliser l'avortement, puisque l'avortement a toujours eu lieu, il existera toujours. En plus, juste avant, il y avait eu le manifeste des 343 femmes qui avaient signé un manifeste public en disant « Nous avons avorté ». Et il y avait des grands noms comme Catherine Deneuve et tout qui avaient signé ce manifeste en leur expliquant que oui, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui ont les moyens vont se faire avorter, mais elles ont les moyens, donc elles vont à l'étranger puisqu'en France c'est interdit, ou alors elles payent des cliniques hyper chères pour avoir la possibilité d'avorter. Donc ça a toujours existé et ça existera toujours. Le souci, c'est que les personnes pauvres, eh bien elles font des avortements clandestins et qui sont souvent précaires, et ça tue pas mal de femmes, ou alors ça les rend stériles puisque c'est mal fait, enfin bref, c'est très dangereux pour elles. Et en plus de ça, on les pénalise en leur mettant des peines de prison et des amendes assez fortes pour un acte qui, somme toute, un choix de vie. Avoir un enfant, c'est quand même quelque chose d'important, et donc ça remet en cause justement la loi qui était à l'époque, que l'avortement est considéré en gros comme un meurtre, c'était un acte, c'était un crime. Donc, c'est pas la grosse poilade, mais en même temps, ça met en avant quelque chose de très important. C'est une question, un droit fondamental pour les femmes, le droit à l'avortement, qui n'est encore toujours pas accessible à l'heure d'aujourd'hui dans beaucoup de pays, qui dans notre pays a été pour le moment un petit peu sécurisé puisqu'il a été mis dans la Constitution, mais on ne sait jamais. On pourrait toujours avoir des personnes qui veulent régresser malheureusement au niveau de nos droits, et voilà, si un parti qui n'est contre voudrait tout casser, ça serait possible, et c'est vraiment pas ce que je nous souhaite. Mais donc ce genre d'ouvrage est très bien parce que justement il nous montre qu'à une certaine époque, eh bien ce n'était pas comme ça, et qu'il faudrait faire attention parce que 1972, c'est pas si loin que ça, c'est il y a à peine 50 ans, donc il faudrait faire gaffe parce que on n'est pas à l'abri que ça pourrait revenir, et franchement je ne nous le souhaite absolument pas. Et ce genre de récit, je trouve, est important justement pour m'uniter, pour nous rappeler que les droits des femmes ne sont pas des choses qui sont acquises, il faut toujours se battre parce qu'il y a toujours des gens qui les remettent en question. Voilà, on a des réflexions, des moments hyper sexistes en mode ben oui, mais enfin voilà, vous pouviez faire autrement, vous avez
si vous aviez honte, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Et l'avocate, à un moment, le montre très bien du doigt, le fait que dans le box des accusés, il y ait 3 femmes, que ça soit une femme qui les défende, et qu'en face d'elle, elle soit jugée par 4 hommes. Pour quelque chose qui est quand même assez particulièrement féminin, l'avortement, c'était quand même assez culotté de la part de 4 hommes de juger 3 femmes sur ce sujet. Et voilà, il y a plein de choses, il y a plein de moments comme ça qui sont mis en avant aussi. L'association Choisir qui avait aidé ces jeunes femmes, cette jeune femme et sa mère à avoir la possibilité d'être soutenue au niveau juridique. Le discours à la fin de Simone Veil aussi, quand elle présente sa loi à l'Assemblée. Enfin bref, il y a plein de petits moments marquants comme ça qui sont hyper intéressants et que je trouve très bien faits, puisque là, on parle de droits de femmes, on parle aussi de lutte des classes, on parle de plein de sujets qui sont intéressants et on parle des crimes aussi, de ce côté très sexiste et patriarcal de la vision des choses, puisque en gros, à un moment, quand elle explique qu'elle s'est fait violer, le gars lui dit bah oui, bah vous avez qu'à aller à la police et on n'en serait pas là, en fait. Et elle lui dit bah ouais, mais la première réaction d'une femme qui s'est fait violer, c'est pas forcément d'aller à la police, au contraire, elle a honte, elle va dans une baignoire et elle va se laver, elle essaye de se enlever cette saleté qu'elle ressent, puisque c'est pas le premier réflexe, c'est pas de crier sur tous les doigts qu'on s'est fait violer. Et ça, c'est franchement une mentalité assez macho de penser que quand on est victime, notre premier réflexe, c'est de le crier sur tous les toits. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, il y a toute cette vision assez archaïque qui est dénoncée dans ce bouquin. Et franchement, je recommande à 100%. Il est génial. C'est des illustrations. Alors, je vais pas vous dire que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais voilà, en fait, ça passe au niveau graphique. Bon, là, je vous ai montré, il y a des pages qui sont plutôt sombres parce que, oui, il y a des passages assez durs, comme je vous ai dit. La jeune fille s'est quand même, fait agresser. Donc, et puis il y a aussi toute une remise en question de la part de la mère, puisque la mère a aidé sa fille, mais avant tout, c'est une mère qui veut aider sa fille parce qu'elle se rend compte que sa fille est dans une situation compliquée. Elle a que 16 ans, elle va se retrouver mère, elle s'est fait agresser et voilà, elle-même, elle le dit, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je ferai en sorte que ma fille n'ait pas une vie qu'elle ne souhaite pas. Donc voilà, il y a plein de sujets qui sont dedans et qui sont hyper intéressants, donc je recommande à 100%. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça aide beaucoup pour le référencement. Si vous souhaitez parler avec moi des livres dont je vous ai parlé, que je vous ai présenté, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.